Qu'est-ce qu'une révolution? Le mot d'ordre, quand on a un combat à mener, quand on a une révolution à faire, c'est le bloc, le mur, la brique humaine, la muraille, face à un adversaire qu'on a en commun. C'est le sens même du mot révolution, le changement de paradigme d'un groupe qui s'oppose à un autre groupe pour lui dire ce que vous avez fait par le passé, c'est de la mal-gouvernance, c'est de la barbarie, c'est du mépris à la dignité humaine et ça doit prendre fin. Le seul moyen d'y arriver, c'est justement d'y aller en bloc, d'y aller tous ensemble. Cela n'inclut pas, et c'est la règle d'or de la révolution, cela n'inclut pas que nous nous aimions mutuellement. Cela n'inclut pas que nous soyons à titre personnel tous des amis. On a des équipes nationales où les joueurs ne se parlent pas. Mais si le Cameroun doit jouer contre les Argentins, puisque tous les Camerounais veulent que le Cameroun remporte contre l'Argentine, tous les joueurs vont devoir se faire les passes, devoir se passer le ballon et marquer parce que à la fin, la victoire est plus importante que les ressentis que nous pouvons avoir à titre personnel. C'est pour ça que les conseillers matrimoniaux disent par exemple aux couples qui vont les voir, aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre en face, peu importe. Si vous regardez dans la même direction, votre relation a plus de chances de durer. Quand vous avez un objectif commun, vous allez l'atteindre. Lorsqu'on faisait philosophie, on nous a beaucoup parlé de Karl Marx. Pour ceux qui peut-être vivent en Allemagne et se sont plus intéressés à la culture, c'était un philosophe, penseur, écrivain, essayiste qui a écrit avec son ami Friedrich Engels en 1848, au milieu du 19e siècle, un livre, un petit essai d'une trentaine de pages qu'il avait intitulé Manifest der Kommunistischen Partei, le manifeste du Parti communiste. Et là-dedans, une phrase est restée célèbre à la toute fin. Proletariat aller Länder, vereinigt euch. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Parce qu'il avait constaté qu'il y a une lutte des classes, il y a une oligarchie dominante, un groupe de personnes qui s'accaparent l'essentiel de la richesse, un peu comme nous avons au Cameroun, ce que j'appelle le gang de malfrats. Et en face, il y a le groupe qui subit, ceux qui ne vivent pas dans l'aisance. On les appelle le prolétariat. Et Karl Marx dit, faisons fi des différences, faisons fi des intérêts, faisons fi de la grosseur, de la taille, de l'épaisseur, du poids, du volume des uns et des autres. Nous avons le même but, mettre à genoux l'oligarchie pour que tout le monde vive sous un pied d'égalité. Et donc, la condition, c'est qu'on doit s'unir. C'est ce qu'il appelle Vereinigung, le vivre ensemble, le se mettre ensemble pour justement atteindre à un idéal. On pourra se séparer après, si on veut. Mais comme la finalité principale, c'est l'instauration de l'égalité du niveau de vie entre tous les humains, si cette finalité-là est atteinte, tout le monde n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. Patrice Caillot, un écrivain camerounais, nous a dit dans Fable des montagnes, dans une petite histoire, Le bois et la fourmi, où des petites fourmis ont réussi à vaincre le bois, et c'est pour ça que j'aime bien cette petite histoire. Une multitude de faiblesses réunies est une force incommensurable. Le sable et la mer ne sont que d'innombrables gouttes d'eau. Comprenne qui pourra, quand vous prenez une goutte d'eau, elle ne représente rien. Mais si vous mettez des milliers de milliards de gouttes d'eau ensemble, ça fait des volumes en décimètres cubes colossaux qui peuvent vous noyer. Déjà dans une baignoire, il y a des millions de gouttes d'eau et vous ne pouvez plus jouer avec la baignoire comme vous jouez avec une goutte d'eau ordinaire. C'est le principe même de la révolution. L'adversaire a une façon de fonctionner qui, justement, lui permet de se pérenniser au pouvoir. Soit il utilise la force et la répression, soit, quand il n'a pas la possibilité d'utiliser la force et la répression, comme actuellement Paul Biya qui est au Cameroun, il utilise la ruse. La guerre d'usure signifie que vous, les résistants, les militants, les combattants, tout ce que vous voulez, vous résistez, mais aussi que le régime ruse. Le régime utilise tout type de stratagème pour vous mettre à genoux. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, la force n'est pas toujours le moyen le plus solide, non. La ruse est même encore plus efficace parce que la ruse est subtile, la ruse vous ne la voyez pas. La ruse c'est la stratégie d'émiettement.
on vous réduit en charpie, on vous découpe en petits morceaux et vous ne pouvez plus faire le bloc, le mur, la forteresse humaine dont j'ai parlé tout à l'heure. Lorsque Robert Mugabe a vaincu les Blancs au Zimbabwe et instauré, justement, est passé de la Rhodésie du Sud à la Rhodésie, au Zimbabwe, il a justement utilisé ce nom-là, Zimbabwe, en Shona, la forteresse, le mur, pour dire on s'est opposé, on a fait un front, on ne s'aimait pas toujours, mais on a réussi à créer un front qui a justement amené ces gens à ployer le genou et qui nous a permis plus ou moins de récupérer le Zimbabwe. C'est de ça qu'il s'agit dans ce combat. Le MRC n'est pas la brigade anti-Sardinard. Je ne suis pas impliqué dans les attaques des ambassades, mais je soutiens toutes les actions qui ont permis à Paul Biya de retourner au Cameroun, qui ont permis à ce régime de se retrouver dos au mur. Parce que tout acte qui converge vers la chute de ce régime de barbares, qui tue des femmes, qui dépense 25 millions de francs CFA dans un hôtel à Genève, qui tire sur des bébés sur le dos de leur mère, toute action qui concourt à les mettre hors d'état de nuire est une action révolutionnaire qu'il faut approuver comme telle. On peut ne pas aimer celui qui initie une action, mais on ne doit pas douter de l'efficacité de cette action-là. Dans une révolution, dans un combat, tous les acteurs sont importants. Dans le corps humain, si vous avez mal au doigt, vous allez vous rendre compte que c'est tout votre corps qui est mal à l'aise. Or, vous pouvez vivre sans le doigt. Le doigt n'est pas indispensable, mais le doigt est important. Donc ceux qui mènent des actions et qui contribuent à pourrir la vie à Paul Biya font un excellent travail. Ceux qui conscientisent derrière la caméra et qui parlent font également un excellent travail pour éveiller ce peuple-là qu'on vient sauver et lui faire comprendre pourquoi est-ce qu'on fait partir Paul Biya. C'est pour ça qu'un grand panafricaniste comme Kwame Nkrumah disait dans un livre qu'il avait intitulé Consensusism, le consciencisme, la théorie sans la pratique est vide et la pratique sans la théorie est aveugle. C'est pour ça que dans une révolution, comme dans une ruche d'abeilles, il y a des gens qui font la théorie, ils ne sont pas obligés de faire la pratique. Ils enseignent, ils parlent, ils sensibilisent, ils critiquent, ils font des solutions. Et après, il y a des gens, les fameux hommes du terrain, qui eux vont justement sur le terrain et mènent des actions, matérialisent la théorie qui a été élaborée, ou du moins spontanément eux-mêmes mettent sur pied leurs propres pratiques qui font que le régime se retrouve à plier bagage, à rentrer la queue entre les jambes vers là d'où il vient. Et c'est très important, ces deux entités. La problématique, c'est quand on sombre sur la starmania, ça veut dire pour gagner un combat contre un dictateur, pour gagner un combat contre la justice, on n'a pas besoin de stars, on a besoin de leaders. Les stars, c'est ceux qui, justement, font des autographes, se prennent en photo tout le temps, toujours veulent être toujours au milieu des gens, passent un peu moins de temps seuls à réfléchir, mais un peu plus de temps à faire justement l'exhibitionnisme. Or, la révolution, ce n'est pas ça. Parce que quand on entre dans la Starmania, on se retrouve justement pris à ce jeu qui est, ma foi, très agréable et on oublie l'essentiel. Ça devient donc une sortie d'ego, une guerre de leadership où la finalité n'est plus de chasser le tyran, la finalité devient éventuellement d'être celui-là dont l'histoire retiendra qu'il a été l'initiateur principal du chassement. C'est une grande erreur. C'est la stratégie, comme j'ai dit, de l'émiettement. Les Romains, dans la Rome antique, disaient divide et impera. Diviser pour mieux régner, si vous voulez. C'est-à-dire, comme on dit en Allemagne, teile und herrsche. On prend, on découpe en morceaux et justement l'adversaire est moins résistant. On n'a pas besoin d'infiltrer un groupe. On n'a pas besoin de créer des agents doubles. On n'a pas besoin de créer des agents secrets. On fait juste ce que la France fait et les grandes puissances font dans les paradigmes géopolitiques où, entre les dirigeants ou les pays africains, on va voir un dirigeant, on lui promet quelque chose, on va voir un autre, on lui promet quelque chose, et les deux se battent entre eux pour la place de celui qui sera le dirigeant suprême. C'est ce qui s'est donc passé, par exemple, quand on a monté, comme Longuet dit dans sa chanson Mobutu contre Patrice Lumumba, quand on a monté Emmanuel Bojole et Étienne Yedemania Singbe en 1963 contre Sylvanus Olympio au Togo, comme on a monté Mobutu Kasavubo et consorts pour l'assassinat de Lumumba qui s'est déroulé après le 17 janvier 61, c'est ce qu'on a monté au Cameroun avec Amadou Ahidjo
qui a massacré dans Umniobé, enfin avec le régime Bida Aïdjo, qui ont massacré Umniobé d'abord en 58, après Mungye en 60, ensuite Osende Afana 6 ans plus tard, et après Ernest Wangé, le dernier baron de la résistance de l'UPC, le 15 janvier 71. Si nous plongeons dans la même structure du divide et impera, il va arriver la même chose. Paul Biya n'a aucun talent, c'est le dirigeant le plus stupide que j'ai jamais vu de toute ma vie, mais il est rusé et très attentif dans la conservation de son pouvoir. C'est le seul domaine où il est intelligent. Il a tout sacrifié pour justement avoir de la force à ce niveau. Il a sacrifié le talent, il a sacrifié le paradigme économique, il a sacrifié la prospérité financière de son pays, il a sacrifié la culture, il a sacrifié tout espoir d'avenir, il a sacrifié les libertés publiques et il n'a retenu que la capacité de conserver le pouvoir sur des intervalles de temps énormes. Il y est donc bien arrivé, entre autres, parce que, avec cette stratégie de la ruse, il a suffi de donner de l'argent à l'opposition, il a suffi de faire soigner certains membres de l'opposition en les évacuant à l'étranger, il a suffi de donner de manière totalement opportuniste des postes à certains membres de l'opposition qui subitement ont retourné leur veste et le soutien aujourd'hui. La même stratégie peut avoir lieu dans la diaspora ou sans toutefois avoir forcément un espion de la diaspora qui parle, qui fait semblant alors qu'il roule en fait pour le camp adverse. On vient juste là et on dit à justement l'un de ces personnages de la résistance, voilà, tel est méchant à tel ou tel volet et il a dit telle ou telle chose de toi, et voilà où on en est, pourquoi tu continues, il va faire capoter le combat. Le problème, c'est que quand on vient te dire ça, on a probablement dit la même chose à l'autre. Vous entrez donc dans une rixe où l'autre, l'adversaire principal, n'a plus qu'à croiser les bras et à vous observer vous charcuter comme une colonne de fourmis qui ne réfléchit pas. Le temps, la force, l'énergie dont vous disposez, mettez-les à 100% pour combattre Paul Biya. Ne vous laissez pas distraire. Les opposants du Cameroun sont la chose la plus amusante que le RDPC ait pu voir de toute son existence, parce que ce sont des gens qui ne lui opposent aucune véritable résistance, ce sont des gens qui ne lui opposent aucune adversité farouche, ce sont des gens qui pensent qu'il faut être républicain et patriote selon la vision du RDPC. Ce sont des gens qui veulent combattre un dictateur en utilisant les méthodes qui satisfont ce dictateur. Ça n'a pas de sens. Pour combattre un dictateur, il faut utiliser des méthodes qu'il ne veut pas, des méthodes qu'il n'approuve pas, des méthodes qu'il refuse, des méthodes qui font qu'il vous appelle bandit, voyou, terroriste, taliban, ce que vous voulez. C'est ce type de méthode-là qui fonctionne. Parce qu'un adversaire ne peut pas te dire bravo, continue de faire ça. Je suis très content que tu utilises cela contre moi et que ça marche à tous les coups. Quand ça commence à marcher, il vous dit arrête. Regardez maintenant, les entre-déchirements font les choux gras, justement, des dialogues au pays, font couler beaucoup de salive et les gens y prennent énormément de plaisir parce qu'ils voient que par là, ils peuvent s'asseoir tranquillement. Les stratégies de diversion, les stratégies factices qui n'apportent pas de résultats plaisent toujours au régime. Or, quand vous avez des stratégies réelles de concentration sur l'objectif, vous y arrivez toujours. On n'est pas obligé d'avoir des anges et des démons. Personne n'est parfait. Tout le monde a des défauts. Tout le monde, ne serait-ce qu'aujourd'hui, a des choses à se reprocher. Si on devait vous faire l'exposition totale de ma vie, vous trouveriez à l'intérieur des choses qui vous ferions peut-être ne plus m'adresser la parole. Et c'est pareil avec vous. Nous avons tous chacun des démons que nous traînons. Nous avons tous chacun voilà, des zones d'ombre dans notre existence que nous ne voulons pas voir dévoiler au grand jour. Si cela devait être un critère de sélection pour combattre un dictateur qui est encore pire que ce que nous sommes, personne ne serait impliqué dans le combat. Il y a des chrétiens qui nous écoutent et ces chrétiens-là ont certainement lu le tout premier évangile rédigé en 70 de notre ère. Enfin, il est en deuxième position dans la Bible, l'évangile de Marc au chapitre 9, verset 40, où les apôtres de Jésus viennent lui dire nous avons vu quelqu'un qui chasse des démons en ton nom, nous l'en avons empêché. Et Jésus dit, pourquoi l'en empêchez-vous? Qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est aussi simple que ça. Maurice Kamto peut ne pas avoir ordonné une action. Cette action peut ne pas entrer dans le canal de Maurice Kamto. Mais si cette action visait la même finalité que Maurice Kamto,
Et si ceux qui initient cette action ne revendiquent pas du tout être missionné par Maurice Kamto, je ne vois aucun inconvénient à cela. Moi, j'ai approuvé le vandalisme, en tout cas pas le vandalisme, mais le fait d'assiéger les ambassades parce que je voyais que c'était une réaction à une barbarie qui était commise au pays. Il faut utiliser des choses comme ça pour se faire entendre. En Grande-Bretagne, en 1905, une jeune femme, Emmeline Pankhurst, avec ses trois filles, a créé une association, la WSPU, la Women's Social and Political Union, qui justement militait pour les droits des femmes, qu'elles ont le droit de vote qu'elles ont fini par avoir en 1918. Et il a fallu encore bagarrer pour qu'elles aient le droit à partir de la majorité comme les hommes, parce qu'au début c'était à 31 ans, en 1928. Et comment elle y est arrivée, c'était parfois en incendiant des champs, en incendiant des véhicules, en créant des esclandres devant l'Assemblée où siégeait un certain Winston Churchill, en créant justement des scènes comme c'est des coups d'éclat qui attiraient l'attention, comme certaines personnes le font actuellement. C'est important, tout cela est important. De la même façon que pour faire prendre conscience aux Noirs de leur situation, Steve Biko créait par exemple l'idéologie Conscience Noire en Afrique du Sud, où Marcus Garvey créait le Negro World, ou alors la United Negro Employment Association, l'UNIA, qui justement amenait les nègres à se poser des questions sur leur devenir, à comprendre les enjeux économiques, le combat contre justement une satrapie, le combat contre un gang de malfrats. Il est sur tous ces fronts-là. Ce n'est pas quelqu'un qui détermine si tu es un bon guerrier ou pas. Ce n'est pas une personne qui est dans le même combat que toi qui va dire, qui va apposer le cachet si tu es un super guerrier ou un traître. C'est la finalité du combat, les actions que tu poses, les directions dans laquelle ça va. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils commencent à ne plus apprécier cette personne que cette personne soudain devient inefficace pour un combat. La plupart du temps, la raison pour laquelle nous n'apprécions pas quelqu'un, c'est nos ressentis personnels. Celui qui est entré dans la résistance pour se faire des amis se trompe de route. Je ne suis pas ami avec tout le monde au MRC, ce n'est pas ce qui est demandé. Je ne parle pas avec tout le monde au MRC, ce n'est pas ce qui est demandé. Il y a des gens qui au MRC ont des comportements que je peux trouver répréhensibles. Il y a des gens qui au MRC peuvent trouver mon attitude répréhensible. Une chose est sûre, si le MRC venait à prendre le pouvoir et les gens à l'intérieur se comporteraient exactement comme les pompes du régime Biya, je serais le premier sur leur chemin à les combattre comme j'ai combattu Paul Biya. Parce que ce que nous recherchons, ce n'est pas un régime où on a changé les gens. Parce que, je ne sais pas, Olivier Bibo-Nistak a plus de charisme que Jacques Famondongo, par exemple, c'est une bonne chose. Mais si après, Wilfried Ekanga, Maurice Kamto, Olivier Bibo-Nistak ou quelqu'un d'autre se met à commettre les mêmes exactions et à défendre la même barbarie que les militants du RDPC défendent actuellement, je vous invite moi-même à vous dresser contre nous et à nous combattre parce que moi, je me dresserai contre tout émerciste qui aura les comportements de Paul Biya. D'ailleurs, actuellement, ils le savent. Quand une action va à l'encontre de la justice, on ne la soutient pas. C'est donc la finalité qui dira qui étaient les vrais combattants ou pas. C'est la finalité qui dira qui était le vrai MRCiste ou pas. C'est la finalité qui dira qui était le vrai activiste ou pas. Maintenant, que chacun fasse ce qu'il estime être juste dans le sens du combat, que chacun fasse ce qu'il estime être bon dans le sens de la chute du dictateur. Actuellement, quand on tombe dans un piège où on se dit tel est méchant, il ne faut pas le suivre, ah non, c'est l'autre qui est méchant, il ne faut pas le suivre, on fait exactement ce contre quoi nous met en garde un général chinois que vous connaissez très bien, qui est né au IVe siècle avant Jésus-Christ, il y a plus de 2500 ans, et qui disait justement dans son petit essai L'art de la guerre, que ce qui crée la mésintelligence dans un groupe et ce qui fait justement que le satrape profite de cette mésintelligence, cela c'est qu'à l'intérieur de ce groupe, il y a une difficulté d'entente. À l'intérieur de ce groupe, les gens ne sont plus focalisés sur la cible principale, les gens se focalisent les uns contre les autres. L'art de la guerre consiste à éviter ce genre de paradigme, sinon à ce moment-là, sans s'en apercevoir, les deux camps font le jeu du régime. Si tu t'attaques à une personne parce que tu penses qu'elle est infiltrée, elle a été envoyée par le régime,
et que la personne s'attaque à toi, c'est simple, s'il y a une troisième personne neutre qui vous regarde et vous va vous accuser mutuellement, la troisième personne va justement aboutir à la seule conclusion qui est vraie, à savoir, vous deux, vous faites le jeu du régime, parce que le temps, l'énergie, la concentration que vous perdez à vous combattre mutuellement est de l'énergie précieuse, de l'étincelle de vie précieuse que vous auriez pu mettre justement dans la direction, la seule direction qui vaille la peine. À titre personnel, je ne consacrerai jamais mon énergie à savoir qui est le démon ou qui est l'ange parmi nous, du moment où les actions, les actes que je peux poser, les paroles que je peux dire ne sont entravées d'aucune façon par d'autres personnes, je reste focalisé sur le seul véritable danger du Cameroun, Paul Biya. C'est lui qui a laissé Monisco Matékel mourir et perdre ses jumeaux, perdre la vie en donnant la vie le 13 mars 2016. C'est lui qui a ordonné, enfin du moins qui a laissé faire, c'est sous son régime, c'est son régime qui a ordonné qu'on tue deux bébés sur le dos de leur maman qui ne représentaient aucun danger. C'est lui qui a justement éduqué les gendarmes à n'agir que dans la répression avec Marie-Claude Meuzeau qui, il y a quelques jours à Bafoussam, a tué le jeune Ipanga. C'est lui qui a justement laissé 4 bébés mourir par manque de couveuse il y a un mois à peine, alors que à l'hôtel intercontinental, c'est 40 000 francs suisses, donc 25 millions d'euros, et ces enfants qui prennent le taxi à des sommes faramineuses. Ça aurait été bien si c'était de l'argent personnel, mais c'est de l'argent public, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de nos impôts, des impôts en tout cas de ceux qui sont au pays, de vous qui êtes au pays et qui écoutez. Et à ce moment-là, quand on a un malfrat comme celui-là, on se concentre sur lui. C'est lui qui a terrorisé tout un peuple où les gens pensent que se plaindre de n'avoir pas d'eau, de n'avoir pas de route est une mauvaise chose. C'est lui qui a tiré sur des femmes, comme si ça ne suffisait pas de les laisser mourir ou de les assassiner sur le dos de leur mère. C'est lui qui a justement tiré sur des femmes en leur disant on va voir comment tu iras encore parler sur Equinox TV. C'est lui justement l'auteur, l'architecte principal du tartare, du chaos absolu que représente le Cameroun actuellement. Toute l'énergie de la diaspora doit être orientée dans ce sens. Toute l'énergie des Camerounais de la République sur le terrain camerounais doit être orientée dans ce sens. Si d'autres ont décidé de combattre l'opposition, ils sont hors sujet, mais c'est leur liberté. Nous, on est focalisé sur l'essentiel. On dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits, donc lorsque le régime tombera, l'histoire retiendra ceux qui ont voulu chasser ce régime. Quand on fera tomber le régime, ils seront même, enfin, on leur rend même service parce que là, comme c'est notre paradigme qui sera au pouvoir, on les laissera justement nous critiquer autant qu'ils le veulent parce que nous serons au pouvoir. Et quand je dis non, je ne parle pas de personne. Le combat pour la justice est désintéressé. Si tes talents te permettent de prospérer dans le nouveau changement, dans le nouveau système, tant mieux, mais ne fais pas un combat pour être ministre, pour être président. Des gens vont vous prêter des intentions. À titre personnel, je n'ai pas le niveau pour être ministre au Cameroun, du moins pas encore. Je ne vais donc pas accourir vers un poste ministériel quand Maurice Kamto aura le pouvoir. Ce n'est pas ça la finalité. N'importe qui peut être ministre. L'essentiel, c'est que les personnes qui seront à ce moment-là matérialisent le plan, le programme politique qui m'a séduit et que je suis allé défendre pendant la campagne au Cameroun. C'est cela la révolution, c'est cela le combat véritable, c'est cela l'idéal de justice. Quand on le fait, quand on procède comme ça, quand on ne cherche pas à être le meilleur, quand on ne cherche pas à être le plus gentil, quand on cherche seulement dans son couloir à faire ce qui est bien, quand on mène une action sans penser que le fait que notre action est bien signifie que les autres actions sont mauvaises, on augmente en tout cas ses chances d'aboutir à un résultat. Maurice Kamto nous dit, restons mobilisés. Maurice Kamto nous dit, non au gré à gré, restons focalisés dessus. Trouvons des moyens d'amener notre peuple à se mobiliser. Pour l'instant, on a un peuple d'inconscients qui s'attaque à ceux qui viennent les défendre. C'est encore problématique. Éduquons notre peuple, c'est en train de venir. Éduquons-le à l'engagement politique. Éduquons-le à faire foule, à faire nombre. Parce que c'est la force du nombre qui intimide les policiers. On l'a vu au Mali, éduquons-le justement à construire ce Zimbabwe, cette forteresse humaine qui va faire que lorsque le peuple descendra dans la rue,
Pour le cas de Wazizi, par exemple, comme pour le cas de George Floyd partout dans le monde, ce régime tremblera. Nous avons des projets qui nous attendent partout dans le monde. À Berlin, les gens vont se mobiliser le 12 juin pour Wilfried Siewé, où l'Allemagne nous a tourné en bourrique alors qu'on était au ministère de l'Intérieur l'année dernière, où on leur a parlé du cas de Wilfried Siewé. Ils ont dit on s'en occupe, mais ils ne font rien. Ceux qui seront à Berlin le 12 juin vont se mobiliser et encore pour justement frapper du poing sur la table et dire respecter les droits de l'homme. Ceux qui seront en France, ceux qui seront au Cameroun, en tout cas partout où il y aura quelque chose, ceux qui se sentiront concernés ou qui auront la possibilité d'aller ont la latitude absolue de s'y engager, de s'y impliquer, parce que tout ça concourt à la même action, la chute du régime. C'est de ça qu'il s'agit et rien d'autre. Ne soyons donc pas disconcentrés, permettez-moi le néologisme. Ne soyons pas distraits, ne soyons pas dissipés, soyons focus sur l'essentiel. Parce que, et je l'ai dit dans un exemple que j'ai écrit il y a 3 jours, le gré à gré, c'est comme votre voisin qui prend votre femme, qui copule avec votre femme derrière votre dos pendant que vous regardez le match chez Foucault. Maintenant que vous vous apercevez de ce qui s'est passé derrière vous, il ne vous reste plus rien d'autre à faire que de prendre la corde chez Foucault et de vous l'attacher autour du cou. Parce que de toute façon, même le match que vous êtes venu voir n'a pas eu lieu, il y a eu glissement. Comprenez donc cela maintenant une bonne fois pour toutes. La véritable intelligence n'est pas le capital de connaissance, la véritable intelligence n'est pas la capacité analytique, la véritable intelligence n'est pas la popularité qu'on possède, la véritable intelligence, c'est de pouvoir ruser contre ceux qui rusent contre nous, de pouvoir démanteler leurs pièges et de pouvoir les avoir à leur propre jeu. Se laisser prendre dans le piège de celui contre qui on se bat, qui nous entraîne à disperser une grande partie de notre énergie contre nos propres co-guerriers, c'est en fait, quel que soit le capital de connaissances qu'on dispose, quelle que soit la pertinence de nos actions, quelle que soit la popularité, c'est en fait faire preuve d'un... Enfin, c'est en fait être puéril et c'est dommage. Ne soyons donc plus puérils, engageons-nous, on n'est pas obligé d'être de la même famille. Le MRC n'est pas la brigade anti-Sardinard, le MRC n'est pas un activiste lambda de la diaspora, le MRC n'est pas un Camerounais neutre qui souhaite le changement, justement, mais le MRC, comme tous ces éléments que je viens de citer, veut la chute du régime Biyan et l'instauration d'un nouveau système qui va permettre d'implémenter un véritable programme qui va développer le pays. Et c'est dans ça qu'on doit se battre, c'est dans ça qu'on doit se focaliser. Celui qui ne fait pas ça, celui qui ne fait pas ça, même s'il a raison de s'attaquer à celui dont il pense tout innocemment, de celui dont il pense avec bonne foi que c'est une mauvaise personne ou c'est un infiltré, le simple fait de faire ça malgré tout signifie qu'on concourt soi-même à maintenir le régime au pouvoir. Parce que quand on est sérieux, quand on veut vraiment que le régime s'en aille, on dépense tout son temps, toutes les molécules de son corps, tous les atomes de son anatomie à faire chuter ce régime-là. À bon entendeur, je ne vous trahirai jamais, il a dit, commencez déjà par ne pas vous trahir vous-même avant d'espérer que quelqu'un ne vous trahisse pas. Parce que lui, une chose est certaine, il ne vous trahira pas.